Dans cet épisode 4, on va parler de la méthode DICT. D-I-C-T. Disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. C'est parti! En cybersécurité, qu'est-ce qu'on veut sécuriser? On veut sécuriser les données. Donc, on va commencer par schématiser notre donnée. C'est le cœur de toute la cybersécurité, c'est la raison pour laquelle on met en place des sécurités. Pourquoi? Parce que l'actif qu'il faut protéger, ce sont bien les données. Donc, on va d'abord schématiser ces données, c'est le point central de la sécurité. Ensuite, on va commencer par la première lettre du DICT, c'est-à-dire la disponibilité. La disponibilité des données. Comment on veut qu'elles soient disponibles? Alors, c'est simple. La disponibilité, ça se travaille sous, on va dire, deux grands axes. Le premier, c'est contractuel, avec vos clients ou vos partenaires avec qui vous travaillez. Il va falloir mettre en place contractuellement des SLA. Et en fonction des SLA qui ont été établis avec le client contractuellement, on va mettre en place les architectures techniques en face pour répondre à ce temps de disponibilité des données. Quand on parle des données dans ce cas-là, par exemple, on va parler d'un temps de dispo d'une application. Donc, contractuellement, il faut que ce soit dans les contrats. Donc, en fonction de ces SLA, on va mettre en place les infrastructures techniques et notamment savoir si on doit mettre en place de la haute disponibilité ou pas. Donc, on parle de haute dispo, on parle de SLA, ça c'est contractuel, ça on va parler plus de technique. Donc pour les MariaDB, par exemple, pour un serveur de base de données, on parle de MariaDB, mais on peut parler de SQL Server, on pourrait parler de MongoDB, on peut parler de tout type de stockage de base de données, comment on peut la rendre en haute disponibilité. Et les SLA, ça c'est contractuel, si on doit avoir un taux de dispo de 99,9, de 99,99, 99,999. Alors ce qu'il faut savoir, c'est plus on rajoute de 9, plus l'infrastructure va être complexe à mettre en place et va coûter cher. Donc plus on mettra de 9, plus l'infrastructure va coûter cher et va être complexe à mettre en place. Ensuite, on va parler de l'intégrité. Donc là, c'est l'intégrité des données. Comment on peut s'assurer de l'intégrité des données? On va s'en assurer, par exemple, déjà dans un premier temps, dans la mise en place de sauvegardes quotidiennes, voire même plus précises dans la journée. Dans certains cas, il faut peut-être en faire à midi, il faut peut-être en faire à 18h, peut-être en faire à 21h. Ça dépend des schémas de la société et comment sont construits les sauvegardes. Ça, c'est une des informations très importantes. La sauvegarde va être à travailler profondément au niveau de la structure en fonction des besoins. Et notamment dans le cadre, par exemple, d'un PRA ou d'un PCA. Il va falloir s'atteler au sujet, c'est très important. Donc, on parlait de nos sauvegardes tout à l'heure. Il va falloir aussi donc forcément s'attaquer aux restaurations, parce qu'une sauvegarde n'a aucune utilité si elle n'est pas restaurée régulièrement ou pour être testée. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour où ça tombe en panne qu'il faut aller tester ces sauvegardes et vérifier qu'elles sont bonnes. Puisque ça sera un peu trop tard, parce que si elles ne sont pas bonnes, vous allez avoir quelques soucis avec votre client. Donc, il faut faire des tests de sauvegarde régulièrement. Donc, pré-PCA, les sauvegardes. Et dans l'intégrité aussi, il va falloir aussi se soucier de la méthode de transmission des données. Les flux doivent être chiffrés, doivent être sécurisés. On transfère aujourd'hui, on est en 2022. Si possible, on évite de transférer en FTP. Dans la mesure du possible, il faut éviter de transférer en FTP. Il faut faire du SSH minimum avec des clés RSA et des clés privées, etc. De manière à chiffrer l'ensemble des flux. Pourquoi? Parce que c'est une des choses qui va vous permettre de vous assurer que les données sont intègres. Si vous ne faites pas ça, si vous laissez par exemple sur un serveur web en HTTP, ce serveur HTTP, si vous tapez du S, il n'y a rien qui vous dit qu'il n'y a pas un hacker qui se met entre vous, le serveur, j'entends, et le client. Donc, il faut chiffrer vos flux avec du S. Ensuite, la confidentialité de vos données. Confidentialité.
Donc la confidentialité, ça va se régler comment? On va le faire à travers la gestion des accès. Les accès, donc, quel que soit l'outil, quelle que soit l'application, il va y avoir la gestion des accès. Il va y avoir à créer un compte avec un ensemble de droits, des groupes, quels que soient les systèmes, quelles que soient les applications. Il faut mettre en place la gestion des accès précises, des accès administrateurs, des accès utilisateurs, des accès managers, ça dépend vraiment des outils, mais il faut absolument mettre des accès avec des rôles qui y sont affectés. C'est très important. Donc, je répète, donc on va se soucier de la disponibilité, dans la gestion, dans cette méthode de cybersécu. On va s'occuper aussi de l'intégrité, savoir si nos données sont toujours intègres de leur point de départ jusqu'à leur point de finalité. Et ensuite, savoir si la méthode d'accès à ces données est bien sécurisée. Donc, si on gère bien la confidentialité des données. Et ensuite, on va s'attaquer à la traçabilité. Traçabilité, nickel. Comment on va s'assurer de ça? Donc en fait, là, on n'est plus du tout avec les utilisateurs finaux. On va plutôt parler de log. C'est-à-dire que sur tous les outils, sur toutes les applications, sur tous les systèmes, il va y avoir forcément des logs à générer. Ces logs, ils doivent avoir plusieurs niveaux, que ce soit du niveau notice, que ce soit du niveau debug, du warning, du critical. Il faut créer un certain nombre de niveaux de logs. Alors, pas trop de logs sur les systèmes parce qu'on peut saturer vite les disques, parce que par contre, il en faut assez pour pouvoir remonter dans le temps et savoir ce qui a été fait sur les environnements, et même pour simplement du debug dans le cadre d'un développeur. Mais nous, par exemple, en tant qu'archi, dans le domaine de l'architecture du système de réseau et de la sécurité, on doit en avoir besoin, même par exemple au niveau législatif. Alors qu'au niveau législatif, on doit être capable de fournir les logs, par exemple à la gendarmerie, si demain elle nous interpelle parce qu'elle a vu des accès, des comportements anormaux ou qu'elle a une plainte, on doit pouvoir fournir les logs de sa demande, tout simplement. Quel que ce soit un proxy, que ce soit un serveur web, que ce soit un accès utilisateur sur une machine, on doit pouvoir tracer ces logs, on doit avoir les informations. Et aussi, il nous faut avoir une attention très particulière au niveau de la rétention de ces données, de ces logs. C'est-à-dire que, par exemple, la CNIL, faut faire attention à la finalité de ces logs. On ne conserve pas des logs, on ne conserve pas des traces à vitam aeternam, jamais. La CNIL va toujours regarder quelle est la finalité de la conservation, c'est-à-dire quelle est l'utilité de conserver aussi longtemps un log. Si la CNIL devait intervenir chez vous et qu'elle juge que le fait de conserver ce log plus de 1 an n'est pas utile et dont l'objectif que vous lui avez expliqué, elle ne trouve pas ça louable, elle peut vous demander de réduire les temps de rétention. Elle vous demandera jamais 0 pour la simple raison qu'il y en a même besoin tout simplement pour le debug nous techniquement. Donc c'est toujours un jeu d'équilibre entre les traces, le légal, le stockage. Faut jouer sur tous ces plans-là au niveau des traces. Donc là, on a fait un petit peu le tour. C'est une méthode assez simple qu'il faut prendre en compte sur tous les systèmes, sur toutes les méthodes. C'est-à-dire que même si vous montez votre petit serveur chez vous ou que vous êtes sur un gros SI, il va falloir se poser des questions sur ces 4 points. Alors évidemment, là, c'est très simplifié, c'est très rapide. Mais il va falloir vraiment s'atteler à tous les points un par un. Après, on peut aller pousser beaucoup plus loin avec des méthodes IBIOS, par exemple, en s'informant aussi sur le NIST. Enfin, il y a plein de méthodes très intéressantes sur lesquelles il faut travailler. Là, vous avez en gros les fondements de la cybersécurité, les débuts de la cybersécurité. Il faut déjà se baser là-dessus. Ça part sur une partie contractuelle, savoir sur les contraintes techniques qu'il va falloir mettre en place en fonction des contrats, sur la méthode des sauvegardes, mettre en place des restaurations régulières pour s'assurer que les sauvegardes sont bonnes, mettre en place un PRA, un PCA. Pour la confidentialité, quelle est la gestion des accès qui est mise en place, quelle est la politique de la sécurité derrière qui est mise en place, donc le PSSI par exemple, ça va avec tout ça. La traçabilité des logs, donc que font mes utilisateurs, que font nos administrateurs réseau, parce qu'il n'y a pas que les utilisateurs qui doivent tracer, c'est aussi les administrateurs, les ingénieurs, tout le monde doit avoir des traces. Il faut faire attention
à la législation avec la CNIL. On ne fait pas n'importe quoi avec les traces, jamais. On fait très attention à ce qu'on fait. Donc, voilà, c'est ça la méthode DICT. Elle est simple, c'est les fondamentaux de la cybersécurité, et il faut vraiment travailler sur ces 4 points-là, parce que pour protéger nos données, il n'y a pas beaucoup de solutions hormis ça, hormis ces solutions-là. Donc, il y a plein de méthodes techniques pour attaquer la confidentialité, plein de méthodes techniques pour attaquer les intégrités, la disponibilité et la traçabilité. Et ça ne dépend pas d'un système ou d'une application, c'est tous les outils, tous les systèmes opérants peuvent répondre à ce type de demande en fait. Et donc il faut travailler là-dessus, que ce soit pour une entreprise, et si vous êtes nouveau dans l'informatique, vous êtes débutant, et ben commencez à regarder un peu comment on peut répondre à tous ces points techniquement parlant. Vous prenez un petit serveur Linux ou un Windows, et ben comment je peux augmenter mon taux de dispo de mon serveur Windows, comment je peux m'assurer de l'intégrité des rôles qui sont sur le serveur, comment je peux m'assurer de la confidentialité des actions qui sont faites sur le serveur, et comment sont travaillés mes logs, comment mes traces sont gérées sur le serveur. Vous pouvez travailler sur tous ces points. Alors, si cette vidéo vous a intéressé et que vous la trouvez bien et que c'est une bonne accroche pour aller un peu plus loin et que vous voulez aller un peu plus loin, moi je vous propose sur mon site de formation, j'ai 2 formations, une en pré-vente et une en cybersécurité, qui sont à un prix microscopique, qui vont vous aider à aller plus loin que ça. Une est théorique, c'est pour plaire à tout le monde, l'autre est très technique, elle arrive début juin, et elle est faite pour les ambitieux, elle est faite pour ceux qui veulent savoir monter un serveur web. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, toute cette méthode, dans le programme Starter Web qui arrive début juin, tout ça c'est appliqué. Et tout ça, ça vous est expliqué techniquement. Donc là, on rentre en profondeur. Là, on est vue haute, observation de haut. Moi, je vais vous parler dans le programme Starter Web de la profondeur en intérieur. Comment on construit une machine, notamment web, de cette façon pour qu'elle réponde à ces besoins-là. Donc, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, et n'hésitez pas à faire des petits commentaires. N'hésitez pas à aller sur le site archicorpit.com, vous ne serez pas déçus. À bientôt.